Bienvenue dans une semaine dans le monde. Nos éditorialistes sont là pour nous permettre de prendre du recul. Et sur l'actualité en Ukraine, ce n'est pas évident tant les événements se précipitent depuis 10 jours, ce qui n'est pas vraiment étonnant. Rares sont les révolutions lentes. Alors, il y a eu une conférence de presse de Viktor Yanukovych, a été extrêmement attendue puisqu'il ne s'était pas exprimé depuis son départ de la présidence du pays, carrément, puisqu'il se trouve en Russie. Je vous propose de l'écouter. Le temps est venu pour moi de dire que je compte bien poursuivre la lutte pour l'avenir de l'Ukraine contre ceux qui usent de la peur et de la terreur pour prendre le contrôle du pays. Personne ne m'a destitué. J'ai été contraint de quitter l'Ukraine car ma vie et celle de mes proches étaient menacées. Vous êtes là ce soir avec moi pour, entre autres, parler de cette actualité ukrainienne. Nous parlerons aussi du Venezuela, autre révolution qui se passe en ce moment dans les rues, mais aussi de la Centrafrique et puis de l'Ouganda avec cette répression des homosexuels. Ouganda, de très nombreux pays africains se mettent à réprimer les homosexuels sur le continent. Alors, je vous présente tout d'abord Alice Tout-le-Monde, pour commencer par vous. Vous êtes directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Vous allez nous présenter tous les dessins, toutes les caricatures que vous avez associées à ces thèmes ce soir. Vous pouvez peut-être réagir un peu plus personnellement d'ailleurs sur le Venezuela. Je crois que vous avez des choses à nous dire. Anthony Bélanger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste aux Arocs. Francis Kpatinde, vous êtes journaliste, enseignant à Sciences Po. Et puis Jean-Baptiste Naudet, grand reporter au Nouvel Obs. Vous connaissez particulièrement bien l'Ukraine. Vous avez effectué de nombreux reportages là-bas, Ukraine, Russie, évidemment dans toute la région. Quand vous voyez cette conférence de presse de Viktor Yanukovych aujourd'hui, est-ce que vous vous dites que c'est la fin d'un règne ? A priori, tout le monde rigole, donc je rigole aussi. Mais bon, en politique, on dit qu'on est jamais mort. Je pense que là, Yanukovych est mort parce que le sang a coulé, parce que son parti, le parti des régions, l'a lâché, l'a même condamné en lui mettant tout sur le dos. Et parce que son principal sponsor, l'oligarque Akhmetov, qui est son mentor depuis que Yanukovych était gouverneur à Donetsk, l'a lâché aussi. Donc, a priori, il est mort. Mais en 2004, il a été renversé par la Révolution Orange. Il a gagné en 2010. Tout dépend du soutien de Moscou. Poutine et bon, on va voir ce que vont faire les nouveaux dirigeants, mais que le pays se retrouve dans une situation totalement catastrophique comme après la Révolution Orange, c'est pas à exclure. Donc que tous les renouvellements, même s'il est mal parti, c'est pas totalement foutu quand même. C'est une carte que Poutine garde en tout cas entre les mains, clairement, d'abord il est en Russie en ce moment, ensuite il a essayé de suivre vers la Russie, on le voit bien, c'était le 22 février dernier. Ensuite il y a aussi l'imbécilité des autres. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier, évidemment, vous avez le révolte de Maïdan, vous avez ce parti, on va dire, pro-occidental qui a aujourd'hui pris le pouvoir à Kiev et d'ailleurs dans beaucoup d'autres villes de l'ouest du pays. Mais une de leurs premières mesures a par exemple été d'abolir le russe comme langue officielle de la partie est de l'ensemble de l'Ukraine, ce qui est quand même une très grosse bêtise. Et puis là, en ce moment, on voit bien que la partie la plus nationaliste de cette coalition est en train de se monter le bourrichon, on dit comme ça en français, sur la Crimée, qui, je le rappelle, est ukrainienne, sans être ukrainienne, tout en étant ukrainienne, qui a été rendue par Staline, disons qu'elle est ukrainienne. Tatar. Voilà, elle est tatare et elle est donc si vous voulez. Elle a été rendue tatare, les Tatars ont été repoussés à l'extérieur. Enfin voilà, il y a un permanent. L'histoire de Staline, donc il y en a plus beaucoup, quoi. Il en reste moins de 20%, mais historiquement, elle n'est pas russe, elle est plutôt tatare que russe et pas ukrainienne. Elle est de la région, on va dire. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut que les autres, c'est-à-dire ceux qui ont pour l'instant remporté la partie, le jouent intelligemment. Et je sais pas, j'ai l'impression, comme ça vu de l'extérieur, qu'ils ne sont pas aussi, quelquefois, ils sont pas aussi malins que ça. Francis, de votre point de vue, pas aussi politique que ça. On assiste à un déplacement de l'autoritarisme ? Moi, j'ai l'impression, je ne suis pas un spécialiste de l'Ukraine, mais il y a 2 ou 3 petites choses qui m'intéressent là-dessus. C'est d'abord le calme qui a prévalu dans la prise de pouvoir.
après une répression, c'est très rare d'avoir des révolutions non violentes après avoir essuyé le feu de la répression. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est savoir qui va payer, parce que j'ai l'impression que les caisses de l'État sont vides et que le vrai défi, plus que la menace de partition, c'est peut-être aussi sur le front économique et social. Et ça, je n'ai pas de réponse à cette question. Et le troisième et dernier point, c'est est-ce qu'il y a un risque de partition. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Jean-Baptiste, on voulait... Oui, juste là, vous avez tout à fait raison, notamment sur la partie économique. D'ailleurs, la première intervention de Poutine sur le sujet, on l'attendait quand même depuis 2-3 jours, au moins depuis la fermeture des Jeux de Sotchi, a été pour dire « et les milliards ?» C'est-à-dire dire comment fait-on pour résoudre le problème économique. Il sait très bien, il joue dans du velours, là, il sait très bien que c'est la question centrale. Là, l'Ukraine a besoin de 30 milliards d'euros, de dollars, selon. La Russie proposait une solution, l'Europe n'en propose pas. Autrement dit, il met tout le monde devant ses responsabilités. Effectivement, vous avez raison, qui va payer, c'est une des clés du problème. On l'a oublié, c'est même l'origine de la crise. Parce que pourquoi Yanukovych n'a pas signé cet accord d'association ? Parce que les Russes proposaient plus. L'Union européenne proposait 610 millions d'euros. Les Russes ont proposé 15 milliards de dollars, ce qui fait 11 milliards d'euros, si les calculs sont exacts. Donc Yanukovych, c'est la prostitution, on va... d'autres avant l'avaient fait aussi, Timochenko l'avait fait aussi. Tous les dirigeants ukrainiens le font, parce que l'Ukraine est un trou sans fond, un tonneau percé dans lequel des milliards sont engloutis. Ah oui, ils ont une industrie qui consomme une énergie absolument folle pour produire de la chimie, des métaux, etc. Et parce que c'est des énergies très énergivores qui datent de l'Union soviétique, ça correspond à aucune norme connue, quoi, de la part soviétique. Et il faut payer des factures à la fin du mois. Des factures de des milliards et des milliards. Et si on paye pas ça, tout le monde se retrouve au chômage, donc dans la rue. C'est pour ça qu'il n'a pas signé Yanukovych. Il avait pas envie d'avoir une révolution sociale. C'est pas parce qu'il est pro-russe. Un autre type de révolution. Il avait peur de perdre le pouvoir. S'il signait cet accord avec l'Union européenne, il avait peur de perdre le pouvoir parce qu'il se retrouvait avec tout le monde dans la rue. Mais il s'était retrouvé avec tout le monde aussi dans la rue quand il s'était arrogé tous les pouvoirs aussi. Donc c'est quelqu'un qui est capable quand même de résister. Il devait être en confiance. C'est un pays ruiné. Voilà, c'est un pays ruiné qui cherchait des milliards. Et qui en plus allait entrer dans la période d'hiver. Moi, je rappelle toujours quand même que l'accord d'association avec l'Union européenne, où il y avait grosso modo rien autour de la table, rien d'argent immédiat, c'est de se passer fin novembre, au début de la période d'hiver. Je rappelle quand même que 58% du gaz importé par l'Ukraine est importé de Russie. Et en plus, il y a des tarifs prohibitifs. Donc, c'est simple, le calcul est vite fait. Vous ne me proposez rien, vous ne proposez pas de solution pour mon gaz, et je vais rentrer en hiver. De l'autre côté, vous avez Poutine qui mettait 15 milliards sur la table, diviser le prix du gaz par 2 et proposer une solution immédiate. C'est un geste commercial. C'est pas ça. C'est à la fois pragmatique mais bon. En même temps, je pense que la partie ouest, ça a été ce geste qui consistait à signer, ou du moins à ne pas signer avec l'Europe, a été ressenti comme une véritable provocation pour l'ouest du pays, et encore une fois pour les ukrainianophones et puis pour les Ukrainiens d'une manière générale, parce qu'il n'y a pas que l'ouest qui est concerné, il y a aussi des grandes villes à l'est, tout simplement parce que le rapport avec la Russie est un rapport séculairement conflictuel. Il y a des millions de morts derrière tout ça. Il y a un pays entier sous la botte de la Russie d'une part ou de l'Union soviétique d'autre part depuis longtemps. Je rappelle quand même que la part des Russes ou de ceux qui sont d'origine russe, pas ce qui est russophone, mais d'origine russe, en Ukraine, c'est 17%. Ce qui veut dire en fait qu'il y a quand même 83% de la population qui est ukrainienne, alors qu'ils parlent plus russe ou pas, ou qu'ils soient plus... Mais c'est pas si simple qu'un Est russophone et un Ouest... on va dire polonophone. Il n'y a pas de clivage très précis, effectivement, comme on a voulu le faire croire au début de cette crise. Qu'est-ce qu'il y a comme dessin sur ce sujet, il y en a Alice? beaucoup, parce que, évidemment, ça fait réagir. La semaine a été intense, il y a eu plein de rebondissements, donc effectivement, ça donne plein d'idées. On avait presque l'impression qu'on en parlait beaucoup, mais que finalement, ça n'intéressait pas tant que ça l'Ukraine. En tout cas, non, au niveau des dessinateurs, il y avait beaucoup de choses. On en parle beaucoup quand même dans la presse depuis plusieurs mois. Donc là, je vous ai fait un petit état des lieux depuis une semaine, puisque ça a été tellement riche. Encore aujourd'hui, j'ai pas pu avoir des dessins suite à la conférence de presse parce que c'était trop proche. Donc là, je vous ai ramené déjà un petit dessin de Dilemme qui est publié à Liberté, en Algérie, tout à fait. L'olympisme a triomphé en Ukraine. Donc ça, c'était juste samedi dernier. Donc plus vite, plus haut, plus fort. C'est Yanukovych qui a fait le solo plus fort. Ça, c'est un dessin
la jeune Louison, qui est une jeune dessinatrice qui dessine pour Marianne. Et ça, c'est l'Ukraine. Le retour, évidemment, depuis le week-end dernier de Yulia Tymoshenko, avec le drapeau ukrainien tissé à l'image de ces fameuses tresses qu'on voit partout. Et ça, c'est un dessin de Daryl Kegel qui vit sur la côte ouest des États-Unis, qui publie sur Political Cartoons. C'est un syndicat de dessinateurs. Et lui, donc, il imagine déjà la partition de l'Ukraine. C'était un dessin qui date de la semaine dernière. C'est évidemment Poutine qui tient cette partition en main. Ça, c'était aussi un dessin lié au JO la semaine dernière avec Poutine qui survole les drapeaux ukrainiens dans le sang. Très joli dessin qui vient du Portugal. C'est Antonio Expresso. Antonio, exactement. Et ça, c'est un autre dessin des États-Unis qui a été publié donc hier, vous voyez, 27 février, par Dan Zigar, le dessinateur du New York Times. Très joli dessin. Pour lui, c'est déjà un symptôme de guerre froide qui est en train d'arriver, puisque Cold War, guerre froide, le tank avec Poutine qui est en train d'enlever la neige pour préparer ses tanks. Oui, mais alors justement, cette question de la guerre froide, moi je trouve que c'est ce qui est un peu dérangeant dans ce dossier. On a l'impression qu'on a instauré un rapport binaire entre l'Europe qui serait héroïque et la Russie qui serait à diaboliser. Bah voilà, exactement. Et effectivement, parce que du coup, il y a des relents de guerre froide. Or, c'est plus du tout ce à quoi correspondent aujourd'hui les relations diplomatiques. Non, parce que d'abord, les politiques ukrainiens ont toujours joué des deux côtés, quand même, faut le dire. C'est pas nouveau, ça. Mais sauf que là, le jeu, c'est très mal terminé. Bon, et on voit bien avec 80 morts dans la rue, ça c'est très mal terminé. Non, ce qui peut se passer, c'est moins l'invasion de l'Ukraine, comme l'URSS envahit la Tchécoslovaquie. C'est moins ça. Que ce que la Russie gère très bien, aime beaucoup faire depuis la fin de l'Union soviétique, c'est ce qu'on appelle les conflits gelés. C'est-à-dire qu'elle va geler un territoire qui lui servira, en l'occurrence la Crimée, qui est vraiment pour le coup entièrement russophone, et puis avec des grandes bases militaires russes. Comme une espèce d'abcès de fixation en Ukraine, qui va justifier, mais qui va permettre de continuer à exercer une influence importante sur toutes les forces politiques du pays. Elle fait la même chose en Géorgie avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Elle fait la même chose au Karabakh avec l'Azerbaïdjan. La Russie fait la même chose, par exemple, en Moldavie avec la fameuse région de la Transnistrie. Il y a des régions dans lesquelles les Russes sont en majorité, ou du moins sont importants. La Russie maintient une présence, une espèce de fiction d'autonomie, et permet comme ça d'avoir un œil sur les affaires. Elle pourrait décider de faire ça en Crimée. C'est la seule chose, à mon avis. Mais en fait, elle n'a jamais arrêté. Parce que là, on fait semblant, on découvre le problème de Crimée, mais bon, moi je me souviens d'avoir été en Ukraine lors de l'indépendance de l'Ukraine, et 3 jours après, j'étais en Crimée parce que la Crimée déclarait son indépendance de l'Ukraine. Oui, il a fallu des révélations et bon, des déclarations d'indépendance de l'Ukraine, de la Crimée, il y en a déjà eu plusieurs, des référendums, il y en a déjà eu plusieurs. Donc en fait, ce qui se passe, c'est la Russie active ou le problème criméen, ou d'ailleurs de Transnistrie, selon ses intérêts. Là d'ailleurs, comme la Moldavie a signé l'accord d'association avec l'Union européenne, les Russes sont en train d'activer le problème en Gagaouzie, parce qu'ils sont des Turcs chrétiens du sud de la Moldavie. Donc il y a déjà eu un référendum qui s'est tenu. Enfin, ça recommence le cirque, mais enfin, des référendums en Moldavie, j'en ai vu aussi pas mal. Donc en fait, ça dépend du rapport de force. Quand par exemple les fusiliers marins de la flotte de la mer Noire étaient en train de se faire découper en morceaux dans Grozny par les Tchétchènes, là, les Russes, ils ont été obligés de lâcher sur la Crimée. Donc ça. Est-ce que le danger justement de l'Europe, c'est pas de diaboliser, j'y reviens encore une fois, Moscou, de diaboliser la Russie, parce que du coup, ça justifie effectivement. On diabolise pas assez, à mon avis. On joue la politique d'apaisement. Là, la diplomatie française dit qu'il faut comprendre les Russes, il faut les rassurer. Est-ce qu'il ne faut pas les rassurer justement, Jean-Baptiste? Est-ce que finalement on ne fait pas suffisamment l'effort de comprendre les mutations de ce pays et de leur velléité sur le continent européen? La Russie est européenne. Soit on accepte et on juge normal que la Russie est un empire et qu'elle écrase les peuples voisins. Dans ce cas-là, très bien, il faut les comprendre. Soit on ne trouve pas ça normal, il faut parler au Kremlin le seul langage qu'ils comprennent, c'est le langage de la force. Tout le reste, c'est des comme on dit, des contes pour enfants. Moi, je pense que c'est une question de réalpolitik. En fait, la position européenne, la position française par ailleurs, parce que l'Europe n'a pas les moyens actuels
l'Europe est en crise, pas peut-être l'Allemagne, mais enfin, la plupart des pays, il n'y a pas beaucoup d'argent à dépenser, pas plus en Centrafrique qu'en Ukraine. Donc, il s'agit de trouver un compromis avec les Russes autour de l'Ukraine. C'est faisable, je pense. C'est pas tout à fait vrai. L'Europe a quand même dépensé 240 milliards d'euros en 4 ans juste pour sauver la Grèce. Et c'est parce que la Grèce, la Grèce, c'est le cœur de l'Europe. La Grèce, pour les Russes, excusez-moi, c'est très important. Et puis l'Ukraine, c'est pas si loin que ça. Non, c'est là où vous avez raison. Enfin, vous avez raison, c'est que je pense que effectivement, l'idée d'aller à la guerre ou à la paix, tu es pour moi, tu es contre moi avec la Russie, c'est une idée perdue d'avance parce que ils seront toujours plus, vous les amenez sur leur terrain, qui est un terrain qu'ils connaissent bien et qui les renforce dans leur nationalisme, qui est le terrain militaire. Non, avec les Russes, il faut parler de plein de choses à la fois. Il faut parler économie, il faut leur rappeler qu'on est leur premier client, il faut leur rappeler que l'accès au marché européen est une bonne idée pour eux. Et d'ailleurs, il faut leur rappeler, ils le savent si bien, on n'a pas besoin de leur rappeler, que je rappelle qu'il y a encore quelques années, il y a quelques dizaines d'années, le problème se serait réglé par une ruée des chars à Kiev. Aujourd'hui, on n'en est pas vraiment là. On voit bien quand même que le Kremlin ne la joue pas. Comme sur des touches de piano. C'est d'un côté un petit peu Il connaît le rapport de force. Il teste les rapports de force. Une guerre avec l'Ukraine, ça serait la Yougoslavie puissance 10. Voilà, c'est ça. Il faut pas. Et les Russes le savent aussi. Mais bien sûr, ils connaissent le rapport de force. Écraser la Géorgie. C'est parce qu'on parle facile. beaucoup du modèle géorgien, effectivement, en 2008. On parle du modèle géorgien, mais les analogies sont. Il y a beaucoup de différences. La première, c'est que d'abord, en Ossétie du Nord, donc cette région séparatiste d'Ossétie du Sud, pardon, que les Russes sont venus défendre, il y avait des soldats russes sous mandat de l'ONU depuis le conflit de 92, donc ils avaient une légitimité internationale à être là et ils en profitaient. Donc, présence. Ouais. Ensuite. C'est pas du tout. C'est plus petit, c'est moins de monde. Ça n'a rien à voir. Là, on est en train de parler de bataille de tanks dans les plaines de l'Ukraine. Ça, on a déjà vu ça pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est sanglant, quoi. C'est une Yougoslavie puissance 10. Les Russes le savent très bien. L'armée ukrainienne a été entraînée par les Américains, etc. Donc pour l'instant, il y a une ambiguïté qui est maintenue. Voilà, je pense pas qu'ils vont être fous. C'est 60 millions d'habitants. C'est un pays aussi grand que la France, voire plus. 46, pardon. Ouais. Un pays plus grand que la France. Donc, vous voyez, là, tout à coup, c'est pas au fin fond du Caucase, une république un peu éloignée. C'est surtout qu'on peut manipuler. Là, il s'agit d'un vrai pays au cœur de l'Europe, avec des villes énormes, avec une économie réelle, et en plus avec des populations remontées à la fois contre les Russes et contre les Européens. Vous avez les Polonais aussi qui jouent leur jeu de leur côté et qui voilà une belle occasion de mettre la pâtée aux Russes. Sur la Géorgie, juste parce que j'entends l'analogie qui est faite tout le temps, le scénario n'est pas du tout le même. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une révolution en Géorgie avec Saakachvili qui a pris le pouvoir. Les Russes étaient fous furieux et Saakachvili défiait Poutine en permanence et Poutine a préparé sa revanche. Il lui a tendu un piège dans lequel Saakachvili est tombé. Les deux pieds dedans, il a envahi l'Ossétie du Sud, il a tiré au canon sur les logements de civils, etc. Donc il a une lourde responsabilité, le Géorgien, même si c'est un piège que lui a tendu Poutine. Et tout était préparé, et Poutine l'a reconnu il y a quelques mois, il a reconnu qu'il préparait ça depuis un an. Là, les Russes, en fait, ils sont totalement surpris par ce qui s'est passé. Ils ne s'attendaient pas. Ils sont auto-intoxiqués avec leur propagande. Et ils sont totalement en train d'improviser. Alors, ils font leur truc classique, on fait voler les hélicoptères, on fait une inspection de l'armée, on envoie 10 Mickey avec 3 Kalachnikov. Mais pour l'instant, il n'y a pas de plan. Pour l'instant, ils réfléchissent. Il n'y a pas de plan. Bon, en tous les cas, c'est une actualité en progression, en working progress. Et dangereuse. C'est certain. Et très dangereuse et construite avec beaucoup d'activités. Un peu d'appeasement, c'est-à-dire un peu d'apaisement, n'est pas inutile à ce stade-là. C'est la fin de cette première partie. Déjà, 3 sujets à évoquer dans la seconde partie. Ça va être chargé. Vous restez avec nous dans une semaine dans le monde. Bienvenue sur France 24, merci de nous retrouver pour ce rappel des titres. À la une de l'actualité, le président ukrainien par intérim accuse la Russie d'agression. Il demande à Moscou de retirer ses hommes en Crimée. 2000 militaires russes auraient été aérotransportés près de la capitale de cette république autonome. L'espace aérien de la péninsule est actuellement fermé.
Réaction de la communauté internationale, l'ONU, l'Union européenne appelle à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Les États-Unis haussent le ton. Barack Obama a prévenu, une intervention russe aurait un coût. François Hollande était en Centrafrique ce vendredi, une visite éclair de 7 heures où il a rencontré les forces françaises sur place et la nouvelle présidente par intérim, Catherine Samba Panza. Il a appelé le pays à renouer le dialogue et à éviter la partition. La mobilisation se poursuit au Venezuela et le bilan s'alourdit. Après 3 semaines de manifestations, la répression sanglante a fait 17 morts. Le dialogue national lancé par le président Nicolas Maduro n'a pas calmé la grogne des contestataires. Et puis du cinéma avec Le Sacre de Guillaume Gallienne pour la 39e édition des Césars à Paris. Meilleur film, meilleur acteur pour son premier long métrage, Les Garçons et Guillaume à table. La vie d'Adèle, autre grand favori, n'a remporté qu'un seul trophée. C'est la fin de ce flash. Prochain point complet sur l'actualité dans une vingtaine de minutes. Et tout de suite, la deuxième partie d'une semaine dans le monde. Événement. Avec France 24, partez à la découverte des agricultures de la Méditerranée. À l'occasion du Salon international de l'agriculture de Paris, ne manquez pas notre série de reportages au Maghreb, en Égypte, au Liban et en Grèce. L'agriculture occupe une place déterminante dans l'économie de ces pays. Quels défis doivent-ils relever? Quels sont les impacts des crises politiques ou financières? Que sont devenus les greniers à blé de la Méditerranée? Comment font-ils face à l'explosion démographique? Un événement à vivre sur France 24 et sur france24.com. Seconde partie d'une semaine dans le monde avec nos éditorialistes ce soir, parfois un petit peu enrhumés, c'est normal, nous sommes au mois de février en France. On a beaucoup parlé de l'Ukraine dans cette première partie, je voudrais que l'on parle à présent du Venezuela, parce que là c'est une autre mobilisation sociale qui est en train de se mettre, qui s'est mise en place il y a déjà plusieurs semaines. Il y a des points communs. Et voilà, et non, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'en parle pas du tout en Europe, quoi. Ça ne s'intéresse absolument pas. Alors, vous connaissez particulièrement bien Anthony Bélanger. Oui, parce que on n'en parle pas pour plein de raisons. D'abord parce que le décalage horaire. Non. Manque d'informations, pour commencer, parce qu'il y a peu. Je rappelle quand même que les journaux locaux, enfin en tout cas les journaux d'opposition, ont beaucoup de difficultés de ce qu'il y a publié, puisqu'ils manquent de papier en Venezuela. Donc du coup, c'est un moyen très pratique pour fermer les journaux. Ça n'a pas de papier, pas de journaux. Ok, mais c'est pas la seule raison. La deuxième raison, c'est que c'est une révolte qui sourd, enfin qui continue depuis pratiquement l'élection de Maduro. Donc il s'est passé une accélération depuis le début du mois de février. On a effectivement 17 morts, près de 260 blessés, c'est le dernier bilan. Ça fait beaucoup de monde quand même, mais on n'est pas, on est dans une espèce de révolte qui comme ça qui court depuis on va dire un an. Et puis l'autre raison, c'est que c'est une révolte contre un gouvernement. Je ne vais pas attaquer tout de suite l'élite de gauche en France parce que c'est pas le souci, mais c'est vrai que c'est une révolte qui pose un problème intellectuel, puisque pendant très longtemps, les journaux français, beaucoup de journaux français, je pense au Monde diplomatique ou d'autres, ont soutenu mordicus le régime de Chavez et puis le régime ensuite de Maduro, alors qu'on se rend compte petit à petit que c'est un régime militaire et dictatorial comme à la grande époque de l'Amérique latine, qui en plus est un copier-coller de ce qui se passe à Cuba. Donc il y a un petit souci de couverture, mais par ailleurs, les informations sortent, effectivement, il y a des morts. Alors, là où il y a des points communs avec l'Ukraine, c'est simple, c'est que ce sont deux révoltes de la classe moyenne. C'est-à-dire que ce sont les étudiants en Venezuela, un peu comme dans le monde arabe, où les premiers à s'être mobilisés, ce sont les étudiants dans les grandes villes. Là, ce sont les étudiants dans les grandes villes. De la même manière, en Ukraine, c'est aussi une révolte de la classe moyenne. C'est ce qui explique peut-être aussi qu'elle se soit terminée pacifiquement. Parce que la classe moyenne a des choses à perdre et donc généralement, elle manifeste, elle est sidérée par le nombre de morts et ensuite, elle ne... C'est pas une critique, encore une fois, c'est une constatation. Et ensuite, elle est pas vengeresse, quoi. C'est pareil en Ukraine, en Venezuela, par exemple. Les 17 morts ont un peu sidéré quand même le pays, même si c'est le pays le plus violent du monde, avec le nombre de meurtres le plus incroyable au monde. Les manifestants, entre autres, pour dénoncer cette insécurité. Oui, ça a été les manifestants prennent un thème populaire. C'est-à-dire les manifestants qui sont des étudiants dans les grandes villes, représentant des classes moyennes, il y a 2 millions d'étudiants, 30 millions de Vénézuéliens, eh bien les étudiants prennent un sujet qui est très populaire. Grosso modo, ils essayent de faire la connexion avec le peuple. Ils essayent de faire la connexion avec
Évidemment, ils vont pas manifester pour leur bourse d'étudiants ou parce qu'ils ont de mauvaises conditions de travail. Ils vont manifester pour quelque chose qui leur semble connecté avec la population. Et c'est ça qui est intéressant d'observer, c'est comment cette partie éclairée, on va dire, de la bourgeoisie vénézuélienne, les étudiants et la bourgeoisie de Caracas essayent enfin a compris qu'il fallait faire le lien avec la population et commencer à travailler à reconstruire l'unité du pays. C'est un mouvement révolutionnaire assez classique, mais c'est très intéressant à voir. Alice, qu'est-ce que vous avez comme dessin, vous, sur ce... Oh, moi j'en ai plusieurs. J'en ai qui viennent du Venezuela directement, puisqu'on a une dessinatrice dans notre réseau qui s'appelle Raima, qui dessine pour le journal El Universal. C'est le journal d'opposition qui a, comme vous venez de le dire, des problèmes, puisqu'effectivement il y a de moins en moins de papier, donc c'est de plus en plus difficile d'imprimer. Là, en premier lieu, je vous ramène un dessin qui vient d'Équateur. C'est un dessinateur qui s'appelle Bonil, qui dessine dans un journal qui s'appelle El Universo. Il y a El Universo, El Universal, il y en a plusieurs dans la région. Donc lui là, il dessine, il fait un petit jeu de mots sur Nicolas Maduro, puisqu'en bas de la légende du dessin, c'est écrit Soy Nicolás más duro, qui veut dire plus dur en espagnol, puisqu'il dit aux pauvres étudiants qui sont en train de manifester, mais est-ce que vous avez demandé la permission pour manifester, puisque ce n'est pas autorisé. Il y a un vrai problème de liberté d'expression quand même au Venezuela, comme on le verra, enfin vous en avez déjà parlé, mais on le verra dans la suite. Il y a eu quand même plusieurs médias qui ont été censurés. Il y a eu un problème avec une télévision colombienne qui a été aussi victime de censure. Ils ne peuvent pas dire vraiment ce qu'ils pensent. Là, c'est Raima, la vénézuélienne dont je vous parlais, qui dessine les étudiants en train de manifester enfermés et les délinquants qui, eux, ne sont pas enfermés. Alors, c'est qui ces délinquants ? Ça, c'est une des grandes questions aujourd'hui, puisque certains médias européens, mais surtout vénézuéliens, racontent qu'il y a des collectivos. Collectivos, c'est des soi-disant groupes armés qui se baladent sur c'est des gangs qui sont sur des motos de l'État, mais qui ne sont pas habillés en policiers ou en militaires, et qui tirent sur des civils, qui ont tiré sur peut-être 17 morts. Et donc, c'est un vrai problème de milices, de paramilitaires qui sont liés au gouvernement. C'est ce qui se passe en Ukraine aussi. Quand on ne veut pas faire intervenir les policiers, on appelle les milices. En Colombie, c'est très connu en Amérique latine. Là, c'est un dessin du dessinateur Boligan. Donc, lui, il dessine au Mexique pour El Universal, même s'il est cubain. Donc, ce qui est intéressant dans cette crise-là, puisque le Cuba et le Venezuela sont évidemment très proches. Ouais. Lui, il raconte avec un gorille, c'est un dessinateur qui est extrêmement talentueux, je tiens à le dire, parce que c'est un Goya du XXIe siècle. Vraiment, c'est quelqu'un qui a un talent incroyable. Il raconte tout ce qu'il veut, sans mots, avec beaucoup de poésie, de finesse. Alors là, c'est pas très poétique, c'est un peu dur même plutôt, puisque là, c'est le gorille qui écrase le cerveau. Le cerveau, c'est la jeunesse, les étudiants, voilà, vous en parliez, la jeunesse éclairée du Venezuela. Là, un dessin qui vient des États-Unis, de Jim Morin, de Miami Herald, donc du sud des États-Unis, le sud des États-Unis qui est sans doute plus attentif à ce qui se passe au Venezuela, parce qu'ils sont plus hispanisés aussi, évidemment, avec la question de la pénurie, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais tout le problème du Venezuela aujourd'hui, c'est les stocks. Il n'y a plus de PQ, il n'y a plus de pain. Le papier toilette, excusez-moi. C'est pas pour prendre. Les magasins, mais c'est pire que ça, les magasins. Vous allez le voir dans quelques mois dans un film qui va sortir au cinéma, et on espère à Cannes, de Radu Mianiu, sur les dessinateurs de presse du monde entier. Il allait filmer au Venezuela. Raima, la dessinatrice dont je vous ai parlé tout à l'heure, on la voit dans un supermarché. Chaque fois que vous achetez quelque chose dans un supermarché au Venezuela, vous devez donner votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse. Le gouvernement, c'est tout ce que vous achetez. C'est Cuba, ça. C'est Cuba, exactement. Cuba. Ce qui est très fascinant quand même, c'est que voilà un des pays les plus riches au monde, dont les réserves pétrolières sont parmi les plus importantes au monde. Un pays qui est sous les tropiques, qui n'a jamais eu besoin de faire beaucoup d'efforts pour produire, non pas seulement de l'énergie, mais aussi de la nourriture. C'est-à-dire que c'est un pays qui était autosuffisant alimentairement. C'est un pays qui était en plus, qui avait effectivement le classique problème de la rente pétrolière, mais enfin qui avait réussi plus ou moins à bâtir une vraie économie.